Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 21 janvier. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Sans plus tarder, voici les titres. Nous prendrons la direction de Davos. Ce mercredi se tenait la Monaco Day en marge du Forum économique mondial. Nous reviendrons sur cette série de conférences. Notre invitée, une spécialiste économique, Mathilde Lemoine. Nous parlerons avec elle justement de ce contexte particulier à Davos et comment réagissent les marchés face à un président américain imprévisible qui veut s'emparer à tout prix du Groenland. Le Monaco Economic Board a organisé son premier rendez-vous des adhérents de l'année, l'occasion de parler des perspectives d'avenir. Retour sur la cérémonie des vœux de la sûreté publique. Dans ce journal, un résumé des interventions effectuées par la police en 2025. En sport, ce mardi, l'Europe n'a pas souri au club monégasque avec la lourde défaite de l'ASM-FC à Madrid. Défaite également de la Roca Team en prolongation face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Nous vous présenterons un nouveau concept imaginé pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, Little Wonders. Cet espace a été cofondé par Marie Ducruet et inauguré par la famille princière. Et nous terminerons par une note musicale avec les Happy Hours de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, consacré à Mozart. Direction la Suisse, ou plus précisément à Davos, où se tenait aujourd'hui le Monaco Day en marge du Forum économique mondial. Pour la deuxième année consécutive, cet événement organisé par la cellule attractivité proposait une série de conférences avec 24 speakers internationaux pour promouvoir des idées chères à la principauté autour du thème de la neutralité constructive. Rejoignons sur place notre correspondant. Bonsoir Théo Schumer, vous étiez présent tout au long de cette journée à la Monaco House. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, nous avons suivi cette journée spéciale Monaco, le Monaco Day et ses conférences. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais juste avant, par ordre chronologique, je vous propose de revenir un petit peu en arrière, puisqu'en marge de cette journée, s'est tenue hier une rencontre bilatérale. C'est très courant pendant le forum de Davos, où tous les dirigeants et les hauts personnages de la planète se croisent sans arrêt dans les couloirs et dans les rues. Une rencontre donc entre la déléguée à l'attractivité qui organise le Monaco Day, le ministre des Finances et de l'économie Pierre-André Chiappori et leurs homologues de Bahreïn. Une bilatérale, je dirais, amicale qui permet d'entretenir les liens entre les deux pays avec beaucoup d'enjeux en commun, comme nous l'ont expliqué le conseiller Chiappori et le ministre auprès de la cour du Premier ministre de Bahreïn après lui. Nous avons des tas de points communs, en particulier en termes de finances, en termes de gestion de ce que nous appelons le fonds de réserve constitutionnel et qui, à Bahreïn, est un fonds souverain. Nous avons des échanges économiques. Donc, il s'agit de maintenir et d'approfondir des relations qui existent déjà. Our job in government is to try and solve these challenges and working proactively to predict where both our economies are going in order to provide those opportunities for prosperity for both our people. And that's what we discussed with His Excellency the Minister, and he assured us that he'll be visiting the kingdom very soon, and we look forward to welcoming him there. Voilà donc pour cette rencontre qui laisse entrevoir beaucoup de projets en commun que nous suivrons dans les mois et les années à venir. Pour l'heure, revenons à ce Monaco Day qui donc se tenait aujourd'hui dans ce centre de conférence de Davos et qui s'est transformé pour l'occasion en Monaco House. Cette journée, elle était très attendue par la cellule attractivité Monaco qui a déployé toute son énergie depuis des mois avec sa déléguée Ludmila Rakona-Le Goff en première ligne. Écoutez son état d'esprit ce matin à l'ouverture. Contente et fière de tout ce que nous avons pu faire en finalement quelques mois, parce que ça ne fait que 4 mois que j'ai pris mes fonctions et l'équipe s'est constituée au fil de l'eau, donc je suis vraiment fière. Et c'est vraiment prendre le temps de se poser, de se challenger, de se poser les bonnes questions et d'envisager des réflexions véritablement dans le temps long, ce qui fait l'ADN de la principauté. La déléguée a accueilli le public vers 9h30 et les conférences ont ensuite débuté, créneau par créneau. L'idée était de développer les sujets qui font l'actualité économique, tous les nouveaux modèles innovants et durables du moment et de demain. Alors parmi les thèmes abordés aujourd'hui, il y avait celui du yachting, bien sûr, autour des enjeux de nature industrielle et de l'économie bleue. Ça, c'est très important pour la principauté et son souverain. Sur ce sujet, il y avait Pierre Bernsen qui est monté sur scène, le CEO de la société V-Ships, implantée depuis longtemps à Monaco. Et voici sa vision du yachting de demain. Sustainability is part of our DNA, like for Monaco. And I think the epitome of a sustainable project that we are involved in is the Orient Express. It's a 220-meter sailing yacht, which will have 4,500 square meters of carbon fiber sails. And with the right condition, it can actually be able to sail with the only propulsion being the wind.
Hormis le yachting, l'attractivité occupait aussi une place prépondérante dans cette journée spéciale Monaco, ici à la Monaco House. Et pour en parler, on a eu des intervenants de chez nous, comme Robert Laure, le président de la MAF, l'association monégasque des activités financières, les finances qui sont au cœur des débats à Davos et qui ont toute leur importance dans l'attractivité de notre pays. Écoutez-le. Aujourd'hui, l'attractivité de la Principauté de Monaco est un élément, je dirais, connu et accepté par beaucoup. Ce qui est important, c'est d'être en capacité de communiquer sur les éléments qui fondent cette attractivité. Les éléments, ce sont ceux qui sont aussi en lien avec aujourd'hui le thème de Davos, notamment sur la formation, le capital humain, donc des éléments extrêmement importants pour l'activité financière, et puis le développement de nouvelles activités en principauté, qui de plus en plus devient une terre d'accueil intéressante pour des métiers qui, il y a 10-15 ans de cela, n'existaient pas du tout. Voilà, et puis d'autres thèmes continuent encore d'être abordés ici alors qu'il est à la Monaco House, comme les évolutions du secteur bancaire, de la santé ou encore des sujets plus légers comme l'art du storytelling. La dernière conférence se tiendra à 20h30. Demain jeudi, c'est une nouvelle journée qui s'ouvrira pour Monaco à Davos avec l'arrivée du prince Albert II qui tiendra une tribune au Congrès, quant à lui devant ses homologues européens et internationaux. Et nous y reviendrons dans votre JT de demain soir, Fabien. Avec plaisir. Et puisque nous étions à Davos pour le Forum économique mondial, parlons d'économie avec une spécialiste. Elle a été conseillère technique pour la mondialisation et le commerce extérieur au ministère de l'économie et des finances, conseillère pour la macroéconomie et la fiscalité auprès du Premier ministre de 2005 à 2006. Elle a enseigné la macroéconomie à Sciences Po Paris et depuis 10 ans, elle a rejoint le groupe Edmond Rothschild en tant qu'économiste en chef. Mathilde Lemoine a donné une conférence ce mercredi au Yacht Club de Monaco et elle est avec nous dans ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de donner une conférence, comme je viens de le dire. Quel était l'objectif de votre conférence, ou en tout cas le message que vous vouliez faire passer ? L'objectif, c'était de présenter l'état de l'économie mondiale, alors que nous sommes en début d'année 2026, pour les prochains trimestres évidemment, mais aussi à plus long terme. Réponse conjoncturelle, puisque l'économie mondiale est entre repli commercial lié à la hausse des droits de douane, mais aussi investissement stratégique qui résulte d'une reconfiguration de l'économie mondiale autour, mais aussi contre l'axe sino-américain. D'accord. Alors, quel a été déjà le bilan de l'année 2025 en matière d'économie ? L'économie s'est bien portée ou alors ça fluctuait et c'était incompréhensible ? L'année 2025 s'est mieux tenue qu'anticipé puisque les consommateurs, les entreprises ont stocké avant les hausses de droits de douane annoncées par le président américain en milieu d'année 2025. Oui. Ça a soutenu le commerce mondial, ça a soutenu la consommation, l'investissement et parallèlement le déploiement de l'intelligence artificielle a également soutenu les investissements, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Asie où les exportations se sont très bien portées et ont permis à la Chine d'atteindre une croissance de 5% en 2025. Mais pour autant, il faut garder en tête que les droits de douane ont et vont continuer à avoir un impact négatif en 2026, puisque l'effet stockage va disparaître bien évidemment. Selon nos calculs, les droits de douane à l'importation aux États-Unis atteignent 19%, ce qui est considérable par rapport aux 2,5% que nous observons avant la guerre commerciale enclenchée par les États-Unis. Vous suivez, j'imagine, le Forum économique de Davos. Alors, déjà, pour les non-initiés, qu'est-ce qu'il s'y passe et à quoi ça sert, Davos ? Ça permet aux dirigeants, que ce soit de dirigeants institutionnels, au gouvernement, dirigeants du secteur privé, de se rencontrer et d'échanger. On voit que le président américain en attend beaucoup puisqu'il en attend une résolution en fait du conflit autour du Groenland. Oui. Ça peut permettre de se comprendre ou pas. C'est tout l'intérêt aussi de ce genre de forum puisque ça continue d'être un élément fédérateur de l'économie mondiale. Pour autant, comment réagissent les marchés justement suite aux différentes annonces, parfois la farfelue de Donald Trump ces jours-ci par rapport au Groenland ? Parfois, les investisseurs réagissent positivement, parfois ils sont plus inquiets en ce qui concerne la volonté de Donald Trump de sécuriser le Groenland vis-à-vis de la Chine et de la Russie, et en particulier parce que dans le cadre de la négociation, ça se traduirait par une forte hausse des droits de douane sur les produits des pays qui
justement, ont manifesté leur mécontentement face à cette initiative de Donald Trump. Oui, 25% supplémentaires à partir du mois de juin, je crois. Hein. Exactement, et ça s'est traduit donc par des mouvements plutôt baissiers sur les perspectives de croissance en zone euro. Mais il ne faut pas non plus surinterpréter, c'est que la zone euro compte peu aujourd'hui dans le PIB mondial et pour la croissance mondiale. Le poids de la zone euro dans la croissance mondiale, sa contribution, c'est moins de 3%, alors que la contribution des Américains, c'est aux alentours de 25%, comme la contribution de l'Asie hors Chine. Donc vous voyez, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, l'Europe subit plus qu'elle ne donne le ton de la négociation internationale. Alors elle subit plus, mais que faut-il faire quand par exemple il menace, comme on l'a dit, de taxer de 25% supplémentaires les pays qui soutiennent le Groenland? Il faut surtaxer nous de 50%, il faut faire de la surenchère, même si on pèse très peu comme vous l'avez dit, il faut se courber devant lui. Comment est-ce qu'il faut riposter face à un président qui parfois donne l'impression de faire des caprices? Aujourd'hui, il faudrait que les Européens prennent acte en fait de cette période transitoire où ils sont affaiblis pour reconstituer leur force économique en investissant notamment massivement, quitte à augmenter les déficits. Alors je parle de tous les pays sauf de la France bien évidemment qui elle est dans une position singulière, mais c'est ce que font les Américains, mais aussi la Chine et beaucoup de pays dans le monde. Nous avons recensé l'ensemble des investissements qui étaient déclenchés pour asseoir la souveraineté, que ce soit dans le domaine alimentaire, cyber, technologique, énergétique, et ça représente au niveau mondial d'ici 2030 plus de 6 000 milliards de dollars, c'est considérable. Mais ça se paye par des déficits et l'augmentation de la dette, ce que refuse de faire l'Europe. Donc l'Europe, en fait, confond, de mon point de vue, son objectif de court terme où elle doit prendre acte de son affaiblissement pour mieux investir et reconstituer sa puissance de négociation. Mathilde Lemoine, merci beaucoup pour cette analyse économique. Merci à vous. Plusieurs centaines de chefs d'entreprise et d'acteurs de la vie économique monégasque étaient réunis hier au soir au Jimmy's. La célèbre boîte de nuit accueillait le 55e rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board. L'occasion pour le MEB de dévoiler son programme annuel. Sarah Nkari et Alexandra Paolini. C'était le 11 février 2009. Le Monaco Economic Board organisait son tout premier rendez-vous des adhérents à l'issue de la crise financière. 17 ans plus tard, pour cette 55e édition, les participants sont plus nombreux que jamais. Une affluence record, symbole du dynamisme de l'économie du pays et ce, malgré les incertitudes mondiales. Nous avons une chance d'avoir une économie qui est très diversifiée et personnellement, c'est pas d'être simplement toujours positif ou optimiste. Je pense que nous allons faire, comme je l'ai dit et comme je le suggère, de faire le dos rond, d'être soudés, d'être ensemble, comme le prince l'a demandé. Et à partir de là, Monaco rebondira très vite et encore plus vite comme on l'avait fait à l'époque, très rapidement. Pour le MEB, ce rendez-vous des adhérents est l'occasion de présenter son programme de l'année avec une première échéance prévue dès demain. Ça va être le Monaco Energy Storage Forum, qui est un forum dédié aux énergies renouvelables. Vous le savez, la principauté est en pointe sur ce point. Et nous avons un forum où des Chinois de très haut niveau vont venir un petit peu pour dialoguer avec nous. Les Chinois, il faut le savoir, sont leaders dans le stockage de l'énergie mondiale, l'énergie renouvelable, on parle bien évidemment de ça. Et ils viennent ici à Monaco parce qu'on a une société qui s'appelle Aton Green Energy, qui est extrêmement avancée dans ce domaine et qui organise ce premier forum. Cette toute première soirée de networking de 2026 a été ponctuée par 2 interventions, celle de l'IMSEE et celle de la DDE. Pour cette dernière entité, l'objectif était de présenter aux entrepreneurs les outils de financement mis à disposition par le gouvernement princier, des outils souvent méconnus. On a une aide qui s'appelle par exemple le Fonds monégasque à l'innovation. Dans ce Fonds monégasque à l'innovation, nous avons une subvention qui s'appelle l'aide à la faisabilité. Cette aide à la faisabilité permet d'inciter les sociétés monégasques innovantes à se lancer sur des projets d'innovation vraiment très en amont des projets d'innovation à travers une subvention d'environ 50 000 € qu'ils peuvent recevoir et qui va prendre en charge des frais comme les frais de recherche et développement, de prototypage, de propriété intellectuelle.
Au-delà des interventions, ce rassemblement a surtout permis aux chefs d'entreprise de tous horizons d'échanger, de créer des synergies et de renforcer les liens au cœur du tissu monégasque. Tradition du mois de janvier, le directeur de la Sûreté publique a adressé ses vœux en ce 21 janvier. Une cérémonie en présence du prince souverain et de nombreuses personnalités de la principauté, mais aussi française. L'occasion de dresser le bilan de sa première année complète en charge de cette direction et d'évoquer les priorités pour 2026. Le reportage sur place d'Alexandra Pagny, Alexa Vial et Camille Caloni. 1055 faits de délinquance en 2025, soit moins de 3 par jour. Monaco reste un havre de paix et de sécurité. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, Éric Arella est revenu sur les chiffres de l'année écoulée et a rappelé que 400 contrôles et interpellations ont lieu chaque jour sur le territoire monégasque. La priorité, c'est effectivement de préserver un niveau de délinquance qui est actuellement modéré, qui est autour de 1000 faits de délinquance par an. Voilà, ça fait quelques années qu'on est autour de 1000. Il n'y a pas eu de faits majeurs de délinquance, on n'a pas eu de vol à main armée, on n'a pas eu d'homicide. On a une baisse des cambriolages, c'est un point très important sur lequel il y a une grosse vigilance. L'an dernier, on a vu deux séries de cambriolages qui étaient en train de naître en juillet et en août, qu'on a quasiment tué dans l'œuf immédiatement, ce qui explique d'ailleurs la baisse du nombre de faits. La sécurité routière était une priorité pour l'année écoulée. Les campagnes de prévention et les contrôles routiers mis en place durant la période des fêtes de fin d'année ont contribué à la baisse des chiffres. Une baisse aussi bien au niveau des accidents corporels, 150 en 2025 contre 161 en 2024, ou encore de conduite en état d'ivresse, 90 contre 134 en 2024. Le contrôleur en charge de la direction de la Sûreté publique a profité également de ses vœux pour annoncer les priorités pour 2026. J'ai formulé l'an dernier des demandes au gouvernement pour faire en sorte effectivement qu'on puisse renforcer certains points. C'est déjà pris en compte, ça va s'établir sur un plan à 5 ans. Ce qui me paraît important, c'est de renforcer notre point frontière nord avec Beau-Soleil. C'est un des points qui a existé auparavant, qui doit à nouveau être revu. Ça, c'est un point sur lequel on va se renforcer. On doit, comme je l'indiquais aussi, améliorer notre proactivité. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit vigilant et beaucoup plus proactif en matière de renseignement et en matière de police judiciaire. C'est des points aussi sur lesquels on a des possibilités d'amélioration. La coopération internationale est excellente. On a des relations qui sont vraiment parfaites avec les services français à tout point de vue. On se doit encore d'être dans des relations plus robuste, comme j'indiquais, notamment avec l'Italie. C'est quelque chose qui constitue pour moi un axe d'amélioration. Autre objectif sur le plan international, maintenir et enrichir les liens avec les organisations Interpol et Europol. En amont de cette traditionnelle cérémonie, le directeur de la Sûreté publique a pu présenter au prince souverain les tout derniers véhicules sérigraphiés. Un nouveau partenariat qui leur a permis d'obtenir une flotte de 8 SUV mise en circulation ce jour-là, avec une importante capacité au niveau du coffre et un certain confort dans l'habitacle qui peut faire une véritable différence pour les agents sur le terrain au quotidien. Cette semaine, nous continuons de suivre le Festival international du cirque de Monte-Carlo. Hier au soir a eu lieu la traditionnelle soirée de gala, très attendue par les artistes, avec la remise des clowns d'or, d'argent et de bronze pour récompenser les prouesses des circassiens. Alban Gingembre et Thomas Deus étaient sur place sous le chapiteau de Fontvieille. 200 artistes venus du monde entier réunis sous le chapiteau de Fontvieille, ça donne ça. Un spectacle hors du commun mêlant des numéros d'acrobatie, de trapèze, d'équilibristes, de contorsion, des prouesses récompensées par le très convoité Clown d'Or. Cette année, 3 numéros, la troupe mexicaine Flying Fuentes et leur trapèze volant. La très jeune troupe chinoise de Swinging et leur numéro de pagode de bol. Et accompagnée de ses 21 chevaux, Angelina Richter, elle aussi récompensée d'un clown d'or. It was a childhood dream since I know my brain. I mean, like, since I was, I think, 5 years old, I'm saying this for my parents. One day I'm going to work in Monte Carlo, one day I will work there, and now I cannot believe it that I just won a golden clown. It was 25 years of work from our family and from me. I'm just 20 years old, but my family was building this whole road
for me until now, so I'm very happy and I hope I made them proud. Dans la catégorie clown d'argent, 5 troupes récompensées, à commencer par les 9 acrobates éthiopiens de la troupe Kolf et leur numéro de saut à bascule et de jeu zicarien. Également clown d'argent, Ilia, Regina et leur fille de 8 ans, Zara, pour leur numéro de suspension par les cheveux. La troupe acrobatique de Dalian et leur météore, eux aussi récompensés. Les frères de la troupe Navas et leur périlleuse attraction de la double roue de la mort. Enfin, le couple Ambra et Yves et leur numéro parfaitement scénographié de sangles aériennes. Getting a silver prize in this amazing festival with such an amazing show, it's really a very big award for us. Es la ciliegina sulla torta per la nostra carriera e perché sono tanti anni di carriera lottando per arrivare sino a qua e siamo arrivati con un argento e non ho parole per spiegare la sensazione che sento. Et parmi les clowns de bronze, la troupe Lodoy et leur contorsionniste originaire de Mongolie. Les acrobates Hakuna Matata de Tanzanie. Venus du Chili, les Hermanos Reyes et leur numéro de jonglage. Et enfin, Joan Godinho, le trapéziste portugais, lui aussi, élu clown de bronze. I'm very happy, very blessed. I'm a solo artist. It's very, very difficult to compete with all of these incredible artists. They are thousands of, like a troupe and everything. So like a solo, I am very proud to achieve this bronze clown. Des artistes talentueux récompensés pour leur travail qui impressionne le public à chaque représentation. Ces lauréats sont désormais intégrés à la programmation du Show des vainqueurs, un spectacle qui rassemble les meilleurs numéros en représentation jusqu'au 25 janvier. Du sport avec que des mauvaises nouvelles aujourd'hui, j'en suis désolé. À commencer par du foot, l'AS Monaco s'est lourdement incliné 6-1 en Ligue des Champions hier face au Real Madrid. Les Monégasques n'auront rien pu faire face au talent des Madrilènes, 15 fois titrés dans cette compétition. Bonsoir Émilie Rousseau, vous étiez à Santiago Bernabéu pour suivre cette rencontre. Le réveil a dû être très dur ce matin pour les Monégasques. Oui, et pas seulement pour eux, mais aussi pour les quelques 2500 supporters qui avaient fait le déplacement ici à Madrid pour cette affiche de Ligue des Champions. Vous l'avez dit, victoire écrasante du Real Madrid face à Monaco, 6-1, et c'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score face à son club formateur dès la 5e minute de jeu. Il doublera la mise 21 minutes plus tard après une superbe action initiée par Camavinga. Les Monégasques tenteront leur chance devant le but, mais trouveront la transversale ou un très bon Thibaut Courtois en face. En seconde période, les hommes de Sébastien Pocognoli décrocheront totalement. Perte de balle, grosse erreur défensive. Ils encaisseront 4 buts, dont un contre son camp de Thilo Kehrer. Jordan Tézé viendra sauver l'honneur en inscrivant le seul but monégasque de cette rencontre. Pas de miracle donc à Santiago Bernabéu, Monaco a sombré et signe sa plus large défaite sur la scène européenne. Par rapport à la prestation d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas assez. Par rapport à ce qu'on pouvait faire, par rapport à ce qu'il y avait devant nous, comme espace, comme projection dans des prises de décision, c'était pas assez. Et ça, oui, on peut être déçu, mais il faut aussi reconnaître que on n'a pas été assez bon sur les opportunités qu'on avait devant nous, pas sur forcément les qualités intrinsèques du Real Madrid, mais sur ce qu'on a donné au Real Madrid. Donc voilà. Après, cette réflexion va pour tout le monde, elle va pour moi aussi, hein, cette remise en question, mais tout le monde doit le faire. Mais comme je dis, j'aurais pas changé la manière d'aborder le match aujourd'hui. Grande déception évidemment aussi du côté des joueurs. Je vous propose d'écouter les mots d'Eric Dyer qui s'est exprimé en zone mixte à l'issue de cette rencontre. You can't really
explain it right now. It's you have to digest it and try and understand what's gone wrong. Obviously, if you lose like this, many things is not right, and yeah, we have to drink it and move on. I definitely don't feel sorry for myself or for anyone, and the most important is everyone to look at themselves first. I think that's the most important thing. Il va falloir désormais batailler jusqu'au bout pour décrocher une place en barrage de Ligue des Champions. L'AS Monaco recevra la Juventus le 28 janvier à 21h pour le dernier match de cette phase de Ligue, avec ou sans Sébastien Pocognoli. La question a été posée mardi soir en conférence de presse. L'entraîneur monégasque s'est dit assez serein concernant son avenir sur le Rocher. Une chose est sûre, il passe forcément par une victoire face au Havre samedi en championnat. Et nous suivrons cela. Football toujours, Lucien Müller, l'ancien coach de l'ASM entre 1983 et 1986, est décédé mardi. Il a remporté avec Monaco la Coupe de France en 1985. Et en tant que joueur, il a porté le maillot de l'équipe de France à 16 reprises et il a été finaliste de l'Euro en 1960. On le voit marquer ici un but en match amical face à l'Espagne. Lucien Müller s'est éteint à l'âge de 91 ans. En basket, vous étiez peut-être à la salle Gaston-Médecin hier pour la rencontre entre Monaco et l'Étoile Rouge de Belgrade, comptant pour la 23e journée d'Euroleague. Un match spectaculaire que la Roca Team aurait pu gagner avant de s'incliner finalement en prolongation 100-96. Frédéric Elion revient sur ce match fou. Fin de série pour la Roca Team après 11 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, dont 6 en Euroleague. Monaco a chuté mardi soir dans son antre de Gaston-Médecin face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Retour gagnant pour Sacha Obradovic et Donatas Motiejunas, impactant d'entrée et qui inscrit 8 des 10 premiers points serbes. Belgrade propose d'abord un basket quasi parfait, un jeu collectif léché avec 18 passes décisives à la mi-temps, une défense étouffante et des points faciles en transition. Monaco compte jusqu'à 18 points de retard avant d'opérer un rapproché. Et malgré un 4 sur 18 à 3 points, la Roca Team n'est qu'à moins 6 à la mi-temps, 50-44 pour les Serbes. En deuxième période, le niveau d'intensité augmente encore. Odjeleye est toujours aussi adroit de loin, 16 points à 4 sur 7 longue distance. Eli Okobo répond avec son step-back signature au buzzer, plus 3 Monaco, 71-68 après 3 quarts temps. La Roca Team croit ensuite entrevoir la victoire. Gros tir de Mathieu Strazel à 3 points, imité sur la possession suivante par Nedovic. Plus 9 Monaco, 5 minutes 30 à jouer. Mais l'Étoile Rouge montre un sacré caractère et recolle. Izundu, MVP de la rencontre, avec 22 points et 12 rebonds, ramène les Serbes à moins 2. Puis Butler égalise à 90 partout à 12 secondes du buzzer. Balle de match pour Monaco. Mike James aurait pu driver, mais choisit le step-back à 3 points. C'est raté. Prolongation. 5 minutes supplémentaires où Belgrade se détache rapidement grâce à 2 tirs consécutifs à 3 points de Noara. 100-96, victoire des Serbes et fin de série pour Monaco. We did a lot of things that we did wrong. Felt like we could have fixed and just ran out of gas at the end. That's one of the beautiful things about this game, quick turnaround, so you can't dwell on it. Just got to learn from it and use this to kind of fuel our fire going forward. C'est sur le parquet du Real Madrid que Monaco va devoir se relancer, une équipe qui présente le même bilan que la Roca Team, 15 victoires pour 8 défaites. À Monaco, un nouveau lieu dédié aux familles s'apprête à voir le jour, un espace imaginé pour les enfants mais aussi pour leurs parents. Vous voyez l'inauguration en présence du couple princier, entouré de la princesse Stéphanie, de Pauline Ducruet, de Louis Ducruet et sa femme Marie, accompagnés pour la première fois en public de leurs 2 filles. Derrière ce projet qui s'appelle Little Wonders, 2 femmes réunies autour d'une même envie, proposer une expérience nouvelle aux plus jeunes. Un reportage de Christine Dapetit et Thomas Deus. Un lieu pensé pour les plus petits, mais qui fait déjà rêver les plus grands. À Monaco, sur le boulevard Régnier 3, au rez-de-chaussée de la résidence Emera, Little Wonders s'apprête à ouvrir ses portes. Imaginé par Marie Ducruet en collaboration avec son amie et associée Élise Rouillard, ce nouvel espace indoor propose un concept inédit dédié aux enfants de 0 à 7 ans. C'est une aire de jeu pour enfants de 0 à 7 ans où on propose structure de jeu avec escalade, toboggan,
motricité fine pour les enfants de 0 à 18 mois, des espaces d'imitation et aussi une salle anniversaire qui pourra être remplacée quand il n'y a pas d'anniversaire par un espace de lecture et de jeux de construction. Grimper, glisser, explorer, Little Wonders, ce sont des structures de motricité, mais aussi des espaces d'imitation où les enfants peuvent rêver, créer et laisser libre cours à leur imagination. On a une structure sur 2 niveaux avec des endroits d'escalade, des ponts, des toboggans. En dessous, on a une zone d'imitation avec un pompier, un garage, un vétérinaire et puis un petit espace café. Et on a aussi une zone 0-18 mois pour les enfants, un petit parcours de motricité. Et pour les parents, on a un café où ils pourront s'installer pendant que leurs enfants s'amusent. Avec Little Wonders, Monaco accueille donc un univers inédit dédié aux petits explorateurs qui pourront également y fêter leur anniversaire. Entrée à la séance, formule anniversaire clé en main ou à la carte, plusieurs offres sont proposées aux parents, adaptées à leurs envies comme à leur budget. Pour les prix, on est sur un tarif de 28 € pour 2 heures avec un accompagnant inclus. Ensuite, pour le deuxième enfant, nous sommes à 23 € et on est à 5 € pour l'accompagnant supplémentaire. On va recommander les réservations, surtout sur les périodes assez chargées, notamment les week-ends et les mercredis. Après, bien évidemment, tout le monde peut venir s'il y a de la disponibilité, mais on va faire en sorte de mettre une jauge maximale pour garder un maximum de confort pour les parents et les enfants. Et pour les anniversaires ? Et pour les anniversaires, nous avons 3 formules clés en main. Une formule où on privatise partiellement l'espace, donc on privatise la salle anniversaire avec une décoration standard fille ou garçon, un gâteau standard aussi, des pâtisseries, etc. Ensuite, on a une formule avec un thème prédéfini que les parents peuvent choisir ou alors on a la formule privatisation totale. Un lieu à la fois ludique et sécurisé et inspirant, pensé comme un véritable cocon pour les plus petits et leurs familles. Un rêve qui sera bientôt à portée de main. On connaît les happy hours dans les pubs, les bars, mais il existe également des happy hours musicaux, notamment organisés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Eh bien, le premier happy hour de l'année de l'OPMC s'est déroulé mardi à l'Auditorium Régnier 3. Le compositeur mis à l'honneur, Wolfgang Amadeus Mozart. Reportage de José Sacré. Premier happy hour de l'année 2026 à l'Auditorium Régnier 3, mardi 20 janvier, et premier concert du Festival Mozart de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le programme, c'est 2 pièces très connues pour les vents. Les vents qui étaient des instruments très populaires à l'époque de Mozart, donc étaient très accessibles et joués par beaucoup de monde. Et donc ces 2 pièces sont des pièces un peu phares qui rassemblaient beaucoup, qui ont été beaucoup jouées à l'époque. Donc la première pièce, c'est un sextuor qui a été écrit à l'origine en sextuor, qui a été réécrite en octuor et finalement qui est joué dans ces 2 versions. On a préféré de la jouer en sextuor pour permettre aux gens, au public, de bien entendre les différents timbres de la clarinette, du basson, du cor, et ensuite de profiter dans la seconde pièce, l'octuor en do mineur, de l'arrivée des hautbois pour bien faire la différence entre tous ces timbres. Les sérénades sont des musiques de nuit, des musiques souvent aussi festives, des musiques de soirée. Donc c'est des musiques sur lesquelles on danse, sur lesquelles aussi les gens parlent, les gens font la fête. Donc c'est des musiques plutôt joyeuses en effet. Pour les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ces happy hours, c'est avant tout le plaisir de faire de la musique ensemble, en petit comité. Alors ce plaisir, il est grand et il est d'autant plus profond cette semaine puisqu'on accueille dans l'orchestre depuis quelques années beaucoup de nouveaux membres, de nouveaux visages. Et cette octuor aussi me tenait à cœur parce qu'on y retrouve 4 nouveaux visages de l'orchestre, donc des très jeunes qui viennent d'intégrer la formation pour certains et qui apportent leur petite touche de fraîcheur, de nouvelle inspiration, de nouvelles idées. Et donc c'est à la fois une manière de les présenter, mais aussi à la fois une manière de les intégrer, de faire ce concert Happy Hour avec ces 4 nouveaux musiciens. C'est un vrai choix de faire un concert Happy Hour. Je dirais que c'est un choix guidé par la volonté de faire de la musique ensemble, en plus amical, en plus petit comité. Mais très personnellement, c'est aussi un choix de faire de la musique pour un peu plus petit public,
plus en proximité. Et en fait, pour moi, ces concerts Happy Hour, c'est un peu des concerts de l'amitié musicale, l'amitié des musiciens sur scène, mais aussi avec notre public qui est plus près de nous, qui nous entend mieux. Et donc, c'est aussi ce contact-là qu'on vient rechercher aux Happy Hour. Au programme du prochain concert samedi 24 janvier, le Requiem de Mozart. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées à la soirée de gala du Festival international du cirque de Monte-Carlo. À suivre, la météo d'Alexandra Pagny. Ce journal est terminé, on se retrouve jeudi à 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous. À Monaco, ce jeudi 22 janvier, jour de la fête des Vincents, le mercure oscillera entre 6 et 10 degrés. Le matin, le ciel sera nuageux avec quelques éclaircies, mais l'après-midi, le temps restera couvert. Pour l'anecdote, Saint-Vincent est le patron des vignerons et selon la tradition, on lui demandait protection pour que le vin se conserve bien tout au long de l'année. Pensez à vous couvrir si vous sortez.